ici, c'est le mien, celui que de nom ici, c'est le mien, celui de Vincent et celui de Louise qui travaille dessus, mais je vais quand même citer des personnes sans qui rien n'aurait été possible. Donc il y a Sophie, Vincent, François, Mathieu, enfin il y a plein d'autres, qui est Denis, et Emmanuel, qui a été à l'origine du projet. Déjà qu'on ait une soupe de logo, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes, on a l'impression d'avoir un maillot de cycliste, là, sur la première slide. Donc, si on rajoute en plus les noms, c'est un peu compliqué, mais comprenez bien que ceci est un travail d'équipe et que ça n'aurait pas pu arriver sans toutes ces personnes que je remercie. Aller très vite là-dessus, parce que je pense que ça a été éculé pendant la première fois, mais il y a des méthodes directes et il y a des méthodes indirectes. On a vu que la plupart du temps, les méthodes indirectes coûtaient moins cher que les méthodes directes. Donc, l'avantage des méthodes directes, c'est que c'est des technologies clés en main, enfin, c'est ce qu'ils vendent, hein, de plus en plus elles le sont, et qu'elles ont une technologie readiness level assez élevé. Normalement, on peut les retrouver pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément des experts du procédé, peuvent l'utiliser. Du coup, on a des gens qui peuvent être juste des utilisateurs finaux qui utilisent la machine. En tout cas, c'est ce qu'ils vendent. Julien nous raconte une autre histoire. Et en tout cas, c'est à quoi ils aspirent. Et en tout cas, ils sont beaucoup plus proches de ça que nous, hein, pour être tout à fait honnête. Et il y a de nombreux métaux ou matériaux compatibles, mais il y en a peu par machine, finalement. Souvent, vous allez devoir changer de machine pour changer de matériaux. Et quand on a des machines qui valent 500 000 euros, ça veut dire qu'il faut avoir les reins solides pour pouvoir tester plusieurs matériaux. Alors bon, on va se le dire clairement, c'est quelque chose qui est absolument inaccessible pour les Fab Labs et les TPE. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on a un public qui reste un public d'industriels et que c'est en gros pas du tout dans l'esprit de ce que nous, on voulait faire. Donc, par contre, de l'autre côté, on a les méthodes indirectes. Donc, alors, je suis désolé François, j'ai pas mis la hyper parce qu'à l'époque, on avait fait le slide, on l'avait pas encore. C'est bien que tu me détestes. Assume, enfin. J'assume. Donc, du coup, il y a plusieurs machines qui sont déjà commercialisées avec des démonstrateurs, hein, dont la hyper qui n'est pas une ici. Et donc, du coup, qui sont de l'ordre de grandeur de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilos d'euros. Donc, qui permettent de réduire le coût par rapport aux 1 million d'euros, des 400 000 euros des machines. Quoique la machine qui a de 150 000 euros, moins de 80 000 euros qu'a vu Julien faudrait tendre à monter cette chose-là. Elle est déjà sortie beaucoup cette machine, Julien. Il y en a qui sont sortis depuis quand? C'est juste encore un prototype. La celle à 80 000 euros, la SLM. C'est vendu. C'était à 60 000 avant, c'est 85 000 maintenant. Il y a ça sur un site web, on peut l'acheter même dans le panier, dans le direct. D'accord. Donc voilà, c'est arrivé pour les moins de 100 000 euros. Donc ça veut dire que côté des stocks métal et Marforge, c'est en tout avec un concurrent qui est une machine dans la technologie plus mature à des tarifs qui sont 2 fois moins chers. Donc eux, de leur côté, je pense que ça devient problématique. Nous, on est bien encore parce qu'on se sent plus moins cher. Et donc, du coup, on voit que vraiment, l'avantage énorme de cette technologie, c'est la gamme de matériaux qui est accessible. On est à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, en fonction de ce qu'on cible. Donc, on voit qu'on a quelque chose de très intéressant. Par contre, ça reste beaucoup trop cher pour les Fab Labs, les TPE, PME. Donc, le métier ne serait pas de vendre des pièces et qui voudraient juste être utilisateur. Voilà. Donc, maintenant, nous, ce qu'on a fait, on a mis en place une plateforme multifonctionnelle. Donc, on est passé sur le Pellet Extrusion Midlight. Donc, c'est à peu près identique à ce que fait PolyNAM, à peu près identique à ce que fait Hyper 3D aussi, en moins avancé sur la multi-extrusion. Mais par contre, on a tous les matériaux qui sont compatibles avec le MID. Alors, notre spécificité là-dedans, c'est d'avoir une plateforme dédiée au développement. C'est-à-dire que c'est pas une plateforme pour utilisateurs finaux encore, peut-être sur le prochain Interreg, en tout cas ici, ça ne l'est pas. Pour l'instant, c'est une plateforme qui est dédiée au développement. Et on a développé dessus et ça marche. Donc, tout est open source, software et hardware, dont par exemple le portique que vous pouvez voir ici. On a des multi-extrudeurs et on peut même faire de l'hybridation. Et pour tout ça, qui est extrêmement performant, on est à moins de 3 000 euros. Donc, je ne vais pas faire téléshopping, mais c'est quand même très bien et vous pouvez appeler pour l'acheter. Donc, en termes de multi-extrusion, donc, ce qui est intéressant avec cette machine, du coup, c'est qu'on peut utiliser des granulés, mais on peut aussi utiliser des filaments MIM-like avec des extrudeurs traditionnels. On peut faire
On peut aussi utiliser évidemment des filaments traditionnels pour faire du plastique, des matériaux de support pour nous intéresser, mais on peut faire également du recyclage de matière, parce que comme l'a précisé François avant, eh ben, on a cette possibilité de facilement regranuler en faisant l'extrusion de poudre, enfin de broyat qu'on fait directement dans l'extrudeur. Et donc on peut vraiment faire du recyclage sans faire du greenwashing qui sert à rien. On peut vraiment recycler des choses. C'est pas juste pour rigoler. Et donc, ce qui est bien sur le type de tête qu'on a utilisé, c'est que l'ensemble de la tête coûte moins de 500 euros. Donc là, on est encore très très bien vis-à-vis de ce que fait la concurrence. Donc là, maintenant, ce que je voulais faire, c'est parler d'hybridation. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que ce qu'on a dit, c'est que nous, on a un problème, c'est que l'extrusion, c'est quelque chose de compliqué. Alors, quand on a une relation entre une vitesse et un débit, c'est parfait, comme dans le dépôt de fil, mais malheureusement, quand on fait granuler, on l'a pas. Donc du coup, il faut faire, du coup, c'est soit on est des dieux vivants et on anticipe tout ce qui peut se passer, ce qui n'est pas notre cas, soit on n'est pas des dieux vivants et on va envoyer la purée pour justement bien remplir les choses et faire en sorte que, mais quand on envoie la purée, on a des états de surface qui sont un petit peu moins bons. Et donc, du coup, ce qu'on doit faire, c'est usiner derrière. C'est le procédé qu'on a développé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez une pièce qui a un état de surface qui n'a absolument plus rien à voir avec ce que l'on peut avoir en FDL traditionnel. Et vous pouvez voir qu'on a développé intégralement une tête avec, en usinage, basée tout de même sur ce qu'avait fait E3D, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de zéro. Donc Louis, qui a fait ce développement, est reparti de ce qu'avait fait E3D, mais il est juste fait de l'ingénierie là où vous avez fait du makers. Voilà, pour pas employer le terme qui crie. Voilà. Donc, du coup, on est passé sur un côté purement, on fait un prototype en plastique, alors on fait une vraie broche utilisable en métal. Alors évidemment, on n'est pas arrivé au bout des surprises, hein, mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne et on est capable d'avoir vraiment pour 200 euros. Ensuite, il y a la partie frittage. Donc, le déliantage, c'est assez simple, c'est à l'eau, donc il suffit de la mettre dans une étuve. Je vous passe l'image d'une étuve, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc après, on parle du frittage low cost. Donc déjà, le premier point, c'est qu'il faut éviter de faire de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, ça peut exploser, hein, ça arrive d'ailleurs, malheureusement. Et en plus, c'est, si vous voulez faire de manière légale, alors avant, les gens mettaient une petite flamme aux sorties du four, on était content, mais maintenant, on n'a plus vraiment le droit, il faut acheter des unités de retraitement qui valent 100 000 euros l'unité. Donc du coup, ça limite forcément les développements qu'on peut faire, et donc du coup, l'hydrogène est à proscrire si on veut ne pas être cher. Et donc du coup, on peut quand même en avoir un tout petit peu, parce que si on en met un tout petit peu, c'est pas bien grave. Et donc, on a un produit qui s'appelle le RH5, qui est de l'azote avec un petit peu d'hydrogène, qui nous permet d'avoir un environnement légèrement réducteur et donc d'obtenir des performances qui sont pas du tout stupides. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que, là, encore une fois, on reprend l'exemple parce que, en transfert et en France, il y a quelques clips qui maîtrisent bien ces choses-là, donc on a de la chance de les avoir en partenaire. Et donc, eux, ils ont un superbe four à 400 000 euros hors taxe. Sans compter tous les environnements, tout ce qui va avec. Donc on voit bien qu'à côté, pour avoir ça, il faut avoir les reins solides et que ça soit vraiment quelque chose qui est le cœur de l'activité et non pas quelque chose d'auxiliaire à l'activité. Donc on voit que ça déjà pour nous, c'est exit, on va pas pouvoir faire ça. Donc après, il fallait bien qu'on travaille tout de même, donc on a quand même essayé de travailler. Donc on a commencé par acheter quelque chose qui existait sur lequel on pouvait avoir du support en France. Donc on a acheté un four tubulaire où on peut contrôler l'environnement à l'échelle de 1700 degrés, mais on voit que là, on n'est pas tout à fait dans les tarifs qu'on voulait pour le procédé à moins de 30 000 euros. On est à 40 KE. Et après, magie de la mondialisation, on a été voir sur les sites chinois, il se trouve que la performance équivalente, on peut avoir des fonds à 5 000 euros qui permettent de faire ce que prétendent faire les autres. Alors on a commencé les investigations. Pour l'instant, ça donne des choses qui sont pas trop mal. On n'est pas encore à faire le fritage, on est vraiment sur la maîtrise du four, mais on n'est pas les seuls à avoir fait ça. L'entreprise Nanoé avec leurs Etanix ont vendre ce four-là, mais ils se font un petit x2 au passage parce que ça coûte rien de le faire. C'est toujours 4 fois moins cher. Donc, et évidemment, après, à côté, on voit très bien que sur ça, on fait des petites pièces, et il est évident que le futur, c'est d'être capable de passer à, comme on a fait sur la machine, à la conception par nous-mêmes de four pour pouvoir réduire les coûts en maîtrisant ce que l'on fait. Et donc là, on travaillera très probablement avec Hyper 3D sur ces sujets dans un avenir très proche. Donc, du coup, finalement, si on voit, on a une solution qui est 20 fois moins onéreuse pour des performances équivalentes que ce que propose Markforged et des stocks métal. Donc ça, c'est plutôt cool. On avait dit dans le projet, on va essayer d'avoir une solution pour 30 000 euros, et on en a une qui coûte 10 000 euros.
Donc, on a même réussi à faire x3 par rapport à nous-mêmes, ce qui était vraiment inattendu. On a une plateforme open source avec une multitude d'évolutions et de développements possibles, dont l'utilisation du SOCD pour avoir des résultats optimaux, et la multi-extrusion pour de meilleurs résultats post-cuitage, parce qu'on du coup, on pourra réussir à mettre des supports là où on en a besoin pour éviter le fluage. Donc on se rend compte qu'avec ça, on a une plateforme, alors qui certes, encore une fois, à l'heure actuelle, plutôt orientée geek, et donc utilisateur expérimenté, comme vous qualifie Robert, mais et qu'on espère dans son futur être capable de transférer vers des utilisateurs plutôt lambda. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a tout de même notre petite fierté. Donc, on a pris la pièce de Markforged qu'ils utilisent pour montrer la complexité de ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont la gentillesse de la mettre en STL. Et du coup, on a eu la gentillesse de leur montrer qu'on y arrivait aussi avec notre procédé. Donc, et donc, du coup, je vous remercie de votre attention. Et je suis évidemment prêt à répondre à toutes les questions que vous me poserez. Oui, David. La suite, c'est quoi? Non. Non. La suite, c'est de mettre l'ensemble de ce qu'on a fait est en open source. Donc, si une entreprise se sent les reins assez solides pour prendre ce qu'on a fait et le sortir, on sera ravi d'accompagner. Mais de toutes les manières, dans le cadre des projets Interreg, on n'est pas censé faire distorsion de la concurrence. Donc, nous, ce qu'on fait se doit de rester disponible aux membres du territoire. Et donc, du coup, l'open source garantit cela. Et donc, moi, j'ai pas. Enfin, après, si n'importe qui dans le projet a des velléités de faire une entreprise à partir de cette technologie, ça ne pose absolument aucun problème. Nous, notre objectif, c'est de valider la faisabilité, de permettre à des gens de Fab Lab de commander les pièces, de télécharger les adaptations qu'on a faites, de les réaliser, de monter leur machine par eux-mêmes, pour pouvoir réussir à massifier l'utilisation de cette machine. Mais comme on a vu les coûts, parce que là, faut pas mentir, là, on parle des coûts que ça nous a coûté. Mais après, si on devait le vendre, on passerait de moins de 10 000 euros à probablement 20 ou 25 000 pour couvrir les frais de montage, l'expertise, la mise en place d'une relation client. Donc, on est bien conscient que ce n'est pas le prix final qu'on pourrait le vendre. Mais par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est pas l'objectif de le vendre. L'objectif, c'est de démontrer qu'on peut arriver à des performances équivalentes à des machines industrielles et de donner tous les outils qui permettent à n'importe qui de le faire dans la perspective de l'open source. Même si tu restes open source, la grande difficulté de l'impression 3D, c'est qu'aujourd'hui, alors nous, on est vraiment confronté, c'est que tu n'as pas de SM. C'est que la difficulté aujourd'hui, c'est que tu achètes n'importe quelle machine, tu n'as personne qui est là pour te donner un coup de main. Et que quand ta machine elle est en rade, bah, tu restes avec sur les bras pendant 10, 15 jours, 3 semaines, tu n'as rien. La difficulté, elle est là. Et ce que nous demandent nos clients, c'est ça, c'est d'avoir qu'il y ait un vrai composant à ce niveau-là, une vraie expertise, et ma machine normale, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est ce que j'essaierai d'expliquer cet après-midi. Et c'est la même chose pour le logiciel, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut développer un projet de matériel libre qui soit réellement un projet de matériel libre, les plans, les codes sources, tout ce qu'il faut pour reproduire la matrice. Et on va intéresser une petite minorité d'utilisateurs très motivés et compétents techniquement. À partir de cette base-là, on peut avoir de la création d'activités avec des constructeurs open source ou des constructeurs classiques qui, eux, vont s'adresser à des utilisateurs qui veulent des solutions un peu plus matures. Et en fait, plus la technologie va être développée et rendue facile, et plus la diffusion sur le niveau du marché va pouvoir se faire. Et on a une réelle complémentarité entre le projet libre et les éventuels constructeurs qui vont se dégager, et pas une concurrence entre les deux. C'est peut-être ça qui est parfois difficile à faire, Alors après, comprendre, c'est qu'il y a réellement une complémentarité. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que nous, notre objectif, malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est piloté par des centres de transfert et des chercheurs. Donc notre objectif est de pouvoir aller au coup d'après. Et si on a choisi cette technologie, c'était clairement pas la bonne pour pouvoir industrialiser rapidement. Par contre, le fait de pouvoir avoir des granulés et d'aller chercher n'importe quel type de matériau dans une gamme déjà extrêmement importante nous permet d'enrichir très très largement le spectre applicatif et donc du coup de pouvoir répondre à des nouvelles problématiques qui sont pas encore existantes. Donc ça pour des équipes de recherche c'est fantastique. Et sachant que si on devait faire ça pour des gens qui se posent pas de questions, il est évident qu'aller sur le fil
C'est ce qu'il faut faire, et on voit déjà pas mal de filaments métalliques, céramiques qui sortent et qui permettent de répondre à la problématique. C'est je veux juste un matériau type acier et je veux pas je me fiche de la performance que je peux avoir sur les matériaux. Ben, dans ces cas-là, on sait qu'il y a déjà le marché qui est couvert par les nouveaux filaments. Donc nous, notre secteur, c'était de faire open source et pas cher, donc ça on a réussi, et aussi aller à terme vers pouvoir aller répondre à des problématiques industrielles de nouveaux matériaux. C'est pour ça que ça reste toujours pertinent malgré les filaments qui arrivent aujourd'hui. Les filaments qui arrivent aujourd'hui, il y a une autre difficulté qui est en train d'arriver, c'est que tu es obligé de maintenir souple, parce que tu dois pouvoir enrouler tes clients. Et quand tu dois pouvoir maintenir souple, tu diminues le taux. Tu diminues le taux. Et bah là, il n'y a pas 36 solutions, il y a des taux de retrait qui sont payants. Et il y a donc par deux facteurs, il y a des facteurs d'échelle qui sont énormes, et des taux de porosité qui sont aussi assez élevés. C'est ça. Et ce qui est dommage, c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas connus plus tôt, parce qu'on a vraiment développé la même techno à 10 km l'un de l'autre. On a convergé sur les mêmes solutions techniques. La seule différence, c'est que nous, on a énormément travaillé l'endurance du système pour avoir une vision vraiment commerciale du sujet. Par rapport à quand j'ai un problème, qu'est-ce que je fais de la tête? La difficulté, en fait, elle est là. Nous, on la change. Bah, aussi, il a changé. Mais nous, on a d'autres procédés, on pyrolise, on fait ce genre de choses. Mais l'idée, c'est ça. Et les différences, ces différences de flux se trouvent là. Carrément. Mais nous, c'est pas une machine pour industriel. C'est pas son objectif. C'est une machine pour TPE et Fab Lab. Alors que nous, la tête, elle a tourné 36 000 heures sans avoir été découverte. Donc, bonjour à tous, moi je suis Sophie Badin, je suis en première année de thèse à Centrale Lille et je suis en contrat-cifre avec le CRIT Matériaux Innovation de Charleville-Mézières. Donc je travaille en impression 3D comme ici et je travaille sur l'acier inoxydable 300 CZ. Le but de ma thèse, c'est d'essayer d'établir une relation entre les paramètres de notre procédé, les propriétés mécaniques et les microstructures des pièces que l'on va obtenir. Dans un premier temps, je vous parlerai rapidement du procédé MIMLAC parce qu'on l'a déjà bien évoqué aujourd'hui. Je vous parlerai des étapes de déliantage et truitage, des études microstructurales et des essais mécaniques que j'ai pu réaliser ou que des collègues ont pu faire, notamment Vincent. Ensuite, je vous dirai les perspectives de ma thèse, qu'est-ce qui est prévu pour ma thèse, et je conclurai. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé de procédé MIMLAC, mais on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était le MIM. D'où est inspiré le MIMLAC. Donc pour les quelques personnes ici qui ne connaissent pas éventuellement, donc on part, comme disait tout à l'heure Vincent, d'un ligand polymère qu'on va mixer avec des poudres métalliques. Donc on obtient nos granulés. Ensuite, ces granulés, on va les mettre dans une presse à injecter. Donc le MIM, c'est Metal Injection Molding, donc injection, moulage par injection. Ensuite, ces pièces-là, on aura obtenu une pièce verte, donc en fait, qui est une matrice polymère chargée en poudre métallique. Cette pièce va être déliantée pour obtenir une pièce brune ou marron. Et ensuite, on va affecter pour obtenir une pièce dense. Donc ici, vous avez l'illustration d'une presse à injecter que possède notamment le FIT Matériaux Innovation. Donc en fait, les granulés, on va les mettre dans le trémie ici en haut. Elles vont tomber sur une vis sans fin. Et grâce à l'action cumulée simultanée des éléments chauffants et de la rotation de la vis, qui va créer une friction, la matière fond et on va pouvoir l'injecter dans des moules. Donc ici, vous avez l'image de la vis qui sert dans la presse injectée, qui dans ce cas-là fait plusieurs dizaines de centimètres, voire plus d'1 mètre. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? Nous, on prend exactement le même procédé, sauf qu'au lieu de passer par qu'au lieu de passer par la presse à injecter, on va utiliser notre imprimante 3D. Donc toujours la même, c'est la Top Changer de chez E3D qui permet d'avoir 4 têtes différentes. Ainsi qu'une tête Mahor qui a été changée par mes collègues pour pouvoir utiliser nos granulés. Et en fait, on part donc du même feedstock et entre guillemets une vis d'Archimède, mais cette fois miniature. Donc c'est vraiment le même procédé. Donc la matière fondue, donc le polymère fondu chargé en
en métaux va arriver à la buse d'extrusion et on va pouvoir déposer couche par couche notre matériau. Donc ici, vous avez des pièces imprimées vertes. Donc, on a déjà parlé de la pièce de Markforged tout à l'heure. En bas, vous avez par exemple une éprouvette de traction qui va me servir pour mes essais mécaniques. Donc en 300 cl. Et au milieu, par exemple, vous avez un engrenage qui a été imprimé par Louis. Et cette fois, juste pour illustrer, c'est pas en 300 cl, mais c'est en stock, c'est du titane. Donc le déliantage, donc nos pièces vertes, elles vont subir plusieurs étapes. Donc déliantage et fritage. Le déliantage se fait en 2 étapes. Déliantage, dans notre cas, à l'eau, le déliantage chimique à l'eau, puisque une partie du polymère est soluble dans l'eau. Et ensuite, un cycle de déliantage thermique. Donc ici, on monte jusqu'à 600 degrés pendant plusieurs heures pour bien éliminer tout le polymère. Je vous ai mis un exemple de pièce mal déliantée. Voilà, pour vous montrer l'importance de ce procédé, il faut vraiment bien délianter pour éviter ces espèces de boursouflures qu'on peut obtenir sur des pièces. Donc, une fois qu'on a fait le déliantage, on va passer au fritage, donc on ne monte plus en température. Donc, soit on met dans le même four, soit on change de four, ça dépend des industriels, ça dépend de ce que vous avez. Et donc, grâce à haute température, donc pour nous, à l'acier, on est autour de 1350, 1360 degrés, voire un peu plus. Grâce à la chaleur, les grains de poudre vont pouvoir s'échanger des atomes et ça va densifier les pièces. Ce qui est recommandé par nous, par le fournisseur des granulés, c'est d'utiliser, comme on dit, du H2. Sauf que le H2, c'est explosif, comme on l'a bien expliqué. Et en plus, c'est pas très low cost. Donc, notamment en centrale-île, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on est en train de réfléchir à d'autres atmosphères qu'on peut utiliser. Notamment le RH5, dont a parlé Jean-François, qui est un mélange d'azote et d'hydrogène. On essaye d'utiliser aussi de l'azote pur, de l'argon et éventuellement du soude. Donc ça, on va essayer toutes ces atmosphères-là et aussi comparer les fours dont on a déjà parlé tout à l'heure, à la fois le four industriel le four Pyrox français et le four chinois. Et on va se poser la question, déjà, dans un premier temps, quel est l'impact des conditions de fritage sur les propriétés mécaniques et sur les microstructures que l'on obtient. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous apporter seulement une réponse partielle, notamment sur les microstructures. J'ai pas encore étudié les pièces imprimées, mais j'ai pu obtenir au CRIT des pièces qui ont été injectées, donc un exemple de pièces en bas à gauche, qui ont été injectées et qui ont été fritées sous différentes atmosphères. Donc soit d'hydrogène, RH5, sauf que cette fois c'est pas un RH5 commercial. En fait, ils en avaient pas sous la main, donc ils ont fait un mélange à même le four d'azote et de H2. Donc on a un taux de H2 bien plus important. De l'azote et aussi les essais sous vide poussé. À noter que dans les 3 premières conditions, on est quand même sous un certain vide, puisqu'on est à 400 millibars. Donc ici, vous voyez des pièces qui ont été découpées et polies avant attaque chimique. Et alors, c'est les microstructures que j'ai pu observer, en tout cas le taux de porosité que j'ai pu observer. Donc en noir, tous les petits points ou les gros points noirs, ce sont des porosités. Donc en haut, le ultra HV, c'est vide poussé, H2 et H2 se ressemblent beaucoup. On a un taux de porosité autour de 1% et encore même inférieur à 1% pour le vide poussé. Par contre, pour l'azote et pour le RH5, on a un grand pourcentage de porosité autour de 8%. Et ça va évidemment fortement impacter les propriétés mécaniques. Plus on a de porosité, moins c'est résistant. Je pense que voilà, c'est assez évident. Alors, ici, c'est les mêmes images, mais après attaque chimique. Et en fait, on voit toujours que le H2 et le ultravide sont assez similaires. En revanche, le RH5 et le N2 ne ressemblent pas aux premières microstructures, mais se ressemblent entre elles. Et qu'est-ce qui diffère entre ces deux groupes de microstructures? En fait, c'est la présence d'une phase qui est la ferrite delta. Honnêtement, je ne m'attendais pas à trouver de la ferrite delta dans ma microstructure parce que l'acier est censé être un acier austénitique et ne pas forcément contenir de ferrite. Donc voilà, c'était assez étonnant. C'est pas un problème en soi, sauf éventuellement pour certaines applications.
En tout cas, mes collègues au CRIT qui travaillent en biomédical m'ont dit que s'il y avait de la ferrite dans notre acier, c'était rédhibitoire et qu'on ne pouvait pas l'utiliser dans le biomédical. Donc on a vu qu'il y avait une forte variation des microstructures sur les pièces injectées. La prochaine étape, ça sera de savoir si on a le même impact sur quand on a des pièces imprimées, pardon. Et aussi, est-ce qu'on obtient les mêmes microstructures dans nos fours low cost, donc tubulaires avec un balayage de gaz. Ça sera donc à suivre prochaine étape. Concernant les essais mécaniques, je vais vous présenter les essais mécaniques que Vincent a pu réaliser pendant sa thèse. Donc, par exemple, ici, il a fait des essais de traction sur des éprouvettes qui ont été imprimées de façon longitudinale. Donc, la sollicitation mécanique est la même que la direction d'impression des pièces. Donc, ici, à droite, vous avez la pièce verte, et là, la pièce imprimée et ensuite polie. Et il obtient ce genre de courbe de traction. Donc, en rouge, on a le four industriel donc sous H2, et en RH5, qui est la courbe bleue, donc en low cost et avec sans pression, en tout cas la pression atmosphérique. On a clairement une différence entre les deux, entre l'utilisation des deux fours. Ici, je vous ai reporté les valeurs. Donc, en fait, donc, E, c'est le module d'ion qui représente la rigidité du matériau. R02, c'est la métal limite élastique. RM, c'est la résistance mécanique. Et A, c'est l'allongement à rupture. Donc, on voit clairement que quand on frite sous H2, on est plus rigide et on est beaucoup plus, beaucoup plus ductile. On va pouvoir avoir un allongement à rupture beaucoup plus important. En revanche, si on frite sous RH5, on est plus résistant et on a une limite élastique plus importante. Donc, en fait, l'utilisation de l'azote va durcir le matériau. Mais petite remarque, peut-être qu'en fait, on transforme notre matériau, on passe d'un 316L à autre chose, éventuellement peut-être un 316N, je ne sais pas encore. Donc, dans les deux cas, on a des propriétés intéressantes. Le choix de l'atmosphère va dépendre de l'application. Si on veut quelque chose de plus résistant, ça peut être intéressant d'utiliser des fours sous RH5, sinon sous H2 pour d'autres applications. Nous, on parle de low cost, mais si on frite, par exemple, typiquement en CRIT, c'est pas, si on imprime quelque chose chez nous, on peut très bien sous-traiter le fritage chez des industriels qui ont des fours dédiés à ça. On peut quand même rester dans du low cost. Ici, c'est une image, c'est tiré d'une review qui est parue en février dernier. Je vous invite fortement à lire si le sujet vous intéresse, parce qu'elle fait de la cartographie, elle retrace toutes les études qui ont été faites en 316L, en extrusion. Donc, chaque point représente une étude. Donc, ici, vous avez donc la contrainte en fonction de l'allongement à rupture. Et en bleu, ça représente la norme pour le MIM classique. Donc, nous, où est-ce qu'on se situe si on se situe, alors quand on est sous RH5, on est très bon en résistance mécanique, mais pas très bon en allongement. C'est la croix rouge. Et la croix jaune, quand on clique sous H2, on voit qu'en fait, on tombe sous les normes du MIM classique. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour notre procédé. Donc, voilà. Donc, ça, la première étape de ma thèse, c'est d'étudier l'impact de l'environnement de fritage et des conditions de fritage, éventuellement changer des paliers de température, des temps de fritage, etc. Voir cet impact sur les microstructures et sur les microprotéines mécaniques. Ça, c'est en cours. La deuxième étape, ça va être d'étudier différentes stratégies de dépôt. Donc, comme l'a commencé à faire Vincent, avec différentes orientations. Mais ça peut être aussi des différentes épaisseurs de couches, des motifs de remplissage différents. Et certains ici pourraient me dire oui, mais ces études-là ont été faites, refaites et refaites. Alors je vous répondrai oui et non, parce que ça a été beaucoup fait en 316L, mais surtout en filament. Si vous voyez donc les sources de la même étude, en fait, on voit peut-être pas très bien, mais ici FB c'est le filament based, extrusion de filament. PB c'est plunger based, donc c'est tout ce qui fait en piston. Et en fait, on n'a qu'une étude screw-based, donc basée sur l'extrusion à l'épice. Il n'y a qu'une étude, par exemple, qui a été faite sur l'impact de la température de fritage sur la densité des pièces.
Et si je vous remets la figure de tout à l'heure, et ben en fait, par rapport aux propriétés mécaniques, on a, en tout cas visiblement, d'après cette review, aucune étude en screw-base. Donc c'est intéressant pour nous d'étudier cette procédure. Donc la troisième étape, ça va être d'étudier des éprouvettes de structure, donc avec des taux de remplissage différents, un nombre de parois qui va varier, etc. Et ensuite, on aimerait bien pouvoir mettre en place un modèle numérique, en fait, de pouvoir se passer des essais mécaniques. Donc, faire la simulation pour se dire, j'ai tel paramètre, qu'est-ce que je veux obtenir à la fin comme propriété, mais sans passer, donc en passant par la simulation numérique. Pour conclure sur cette présentation, comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le filament, l'extrusion du filament en 316L, mais très peu en granulé. Que notre procédé est quand même, montre des très bonnes propriétés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on a une large gamme de matériaux disponibles. Moi, je travaille sur 316L, mais peut-être que ces résultats seront transposables dans d'autres matériaux. Il y a beaucoup de développements possibles, comme on le disait, on peut faire l'hybridation, la diffusion, etc. Et on en parlait également tout à l'heure, ce qui serait intéressant après, pour aller encore plus loin, c'est de faire des essais en fatigue et éventuellement développer des nouveaux matériaux. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. On avait regardé aussi l'hydrogène. Nous, on avait regardé à faire une artificielle dans le four. C'est-à-dire que, en même temps que le frite, on met dans le four quelque chose qui va soit émettre de l'hydrogène, plus de problème, soit qui va modifier les paramètres du gaz, qui va générer une vapeur, on parlait de tout à l'heure, mais qui va générer quelque chose qui va permettre de, là, visiblement, si on a de la série delta, on a dû décarboner le système, donc soit de décarboner, soit justement d'abaisser suffisamment la température de fusion pour pas changer de phase. En fait, la série delta, ce que je n'ai pas dit là dans cette présentation, c'est qu'on a découvert qu'il y en avait aussi dans notre feedstock. Ça, c'était la donnée qu'on n'avait pas au départ. Donc là, on a fait une analyse des risques dessus. Donc en fait, on a de la série à hauteur de, je crois, 17%. Et en fait, quand on le frite, on va perdre toute cette série. Et a priori, ce dont je pense, c'est que l'azote, comme c'est un élément qui va stabiliser la phase austélite, c'est pour ça que quand on est sous azote, en fait, on n'a plus de ferrite, on n'a que de l'austélite. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie pour l'instant. Mais ça peut être intéressant, mais ce que vous dites, éventuellement, de générer de l'hydrogène dans le four. Pas forcément générer de l'hydrogène, mais d'avoir quelque chose qui soit suffisamment réducteur, tout en étant low cost, et tout en, là, le low cost qui vient en tête, c'est de mettre quelque chose qui soit sacrificiel. Je pense notamment aux anodes sacrificielles qu'on met dans les bassins d'eau salée, dans les ports, pour éviter les attaques d'acier inox, de l'inox, ce genre de choses. Pour justement pouvoir être capable de sortir les polluants sans pour autant axer sur forcément le gaz. Oui, éventuellement. Après, il faudra voir aussi avec le sous-vide, parce qu'en fait, ça se passe, en tout cas, quand c'est un four industriel, ça se passe bien, mais on est à 10 puissance moins 5 millibars. Et puis, on a 10 puissance moins 5 bars, il suffit qu'on se plante une fois dans le déliantage thermique, mais alors là, on fait. Oui, éventuellement, oui. Ça coûte cher. C'est vrai qu'on n'a pas évalué encore le coût du vide, mais ça serait intéressant d'évaluer. Là, juste à titre d'information, on va vite s'écarter. C'est ça, c'est pour moi. Donc, voilà, et d'un point de vue répétabilité, si on ne veut pas être embêté, on était arrivé à la solution de soit passer en gaz, je pense que vous faites, encore une fois, c'est top, soit de partir sur des systèmes sacrificiels. Donc, on met un petit cube en aluminium quand on fait le métal, et un petit petit, ça vit. Oui, après, le problème, c'est que ça va être de comprendre ce qui se passe vraiment. C'est la difficulté.
Oui. Est-ce que vous avez prévu de faire des corrosions sur l'intervalle? Éventuellement. Oui, c'est vrai j'en ai pas parlé dans cette présentation, mais oui, on a de quoi faire des essais de corrosion et a priori, on va en faire, oui, parce que c'est vrai que l'atmosphère peut éventuellement s'y changer ses propriétés en corrosion, tout à fait. Question super importante. Voilà, le secteur alimentaire, on peut poser des questions. Oui. On sait que le CIDAP 316 L, qui est sensible à certains phénomènes. Par exemple, les mercures vont tromper les éléments aérogènes et on va effectivement utiliser des aéros avec le phénomène mercurique. Je voudrais quand même préciser une chose, hein, parce que il n'y a jamais eu d'explosion de notre faute. En revanche, de prévenir une genre d'explosion nécessite des systèmes de protection, de vannes, de lunettes, etc., super complexes. Et ces systèmes-là qui sont fragiles et souvent sont en panne, perturbent le bon fonctionnement du système. Ça va jamais. Je reviens sur l'idée, nous on appelle ça des pièges d'oxygène. Oui, voilà. J'ai vu dans l'industrie aussi, c'est emballer les pièces dans un verre métallique. C'est un emballage flexible, genre coquille d'aluminium, hermétique. Et dans l'emballage, on met un matériau, genre piège d'oxygène. Vous savez, les petits sachets qui absorbent l'humidité dans certains colis, un peu le même principe. Et on fait l'oxygène. Et pour ça, il faut confiner quand même la pièce dans le de gaz réduit. Et donc, cette idée d'avoir un traitement mécanique, 10 sachets mécaniques, faire un genre de papier. Comment s'expliquer les valeurs d'allongement? Je sais pas si on les explique vraiment pour l'instant. En tout cas, elles correspondent à ce qu'on peut obtenir dans la littérature. Quel système de message? Il n'y a pas de justification qui peut être montrer. Est-ce que c'est pas parce que justement, enfin, comme on a une certaine disposition des cordons, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui va, je sais pas comment expliquer exactement avec les mains, mais qui va glisser en fait c'est ça, ouais. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore. On a une nitruration. Une quoi? Une nitruration. Si, on a une nitruration, mais pour l'atmosphère sous azote, mais probablement pas quand on est sous H2. C'est ce qu'on trouve dans la littérature, dans les assiettes, il n'y a pas de problème. Si je suis bourrin dans la manière de faire, vous allez tirer les éprouvettes, vous allez imprimer dans le même sens où je suppose. C'est la stratégie. Vous avez les mêmes résultats en fonction des stratégies. La dispersion, c'est pas comparable à la dispersion. Oui, là, C'est pas grave. Moi, j'aurais été beaucoup moins. D'accord. Parce que l'idée que j'en ai, c'est que sur des allongements pareils, ça me fait penser aux tractions de câble. Et on a bien ce phénomène de glissement, en fait, que les fibres se mettent en place et après lâchent. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on aura à peu près la même chose en vie. Donc là, c'est vraiment pour moi les conditions de filetage et l'environnement qui font que un matériau est extrêmement utile. Oui, si on avait ce phénomène de glissement. Légère augmentation de l'élévation sur les 45. C'est réellement. D'accord. C'est pas du même ordre de grandeur que l'hydrogène et l'azote. Oui, dans quelques pourcents et c'est pas un fois 10. Le taux d'azote, le taux d'azote et le taux d'hydrogène, c'est un taux qui s'insère dans la matrice de fer en exercice. C'est vraiment cette propriété de durcir rapidement la lumière. C'est principalement sans écouter ça. Et pourquoi l'hydrogène n'a pas? Pourquoi on n'a pas ce phénomène
C'est pareil, ça fait une chimie de surface, parce que le passage de la molécule à l'atome, souvent ça se passe au niveau de la surface, pour avoir sans électrolyse, l'atomisation de la surface, et puis le diffusement. Et le 300 c'est un matériau à bas carbone, donc il est ductif par nature, et de plus, en général, quand il est utilisé en dehors, pas dans ces conditions-là, il a souvent des conditions surface qui des recuits, des choses comme ça, qui font qu'au final, tu te retrouves avec un matériau où c'est pas le vol qui t'intéresse, mais ce que tu vas faire en fait. Donc je pense que c'est vraiment ensuite les traitements que tu vas faire pour avoir ta pièce finale, la croissance de grains, toutes ces choses-là qui vont avoir un impact important sur la plasticité, que tu vas, que là, tu n'as pas évalué dans ce cadre-là. Et comme tu n'as pas d'autres sur l'endurance, c'est forcément plus utile, et tu as plus de mobilité qui peuvent se passer.